messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce samedi 20 mai. Des rues portant le nom d'esclavagistes rebaptisées au fil du temps. Aujourd'hui, certaines communes franchissent le pas, une démarche nécessaire 175 ans après l'abolition. Saint-Pierre aux couleurs et saveurs du grand marché Rasta. Le rendez-vous tenu dans le cadre du Mai de Saint-Pierre a accueilli bon nombre de visiteurs et d'exposants, vous le verrez. Du sport dans ce journal avec du cyclisme et la deuxième étape du Grand Prix du 22 mai. Edwin Nubul du Vélo Club du François s'est distingué en remportant le premier tronçon de cette étape. Camillo Castro de la pédale pilotine, lui, conserve son maillot jaune de leader. En fin d'édition, coup de projecteur sur du surf 100% féminin. La première édition du festival Mama's Good dédié aux femmes s'est tenue aujourd'hui à Trinité. L'occasion de s'initier à la pratique et pour les grandes surfeuses locales de faire quelques démonstrations. Rebaptiser les rues qui portent des noms d'esclavagistes, c'est le souhait des militants activistes que les municipalités commencent à exaucer. À Fort-de-France, les voies changent de nom progressivement et à Trinité, plusieurs rues viennent d'être rebaptisées. Dominique Legros, François Marlin. Schœlcher et Blénac, ça vous parle pas? J'habite à la rue Blénac, mais bon, ça m'a dit rien. Peut-être que ça va mériter une là. Et puis c'est tout. Vous seriez d'accord qu'on rebaptise certaines rues? Très honnêtement, ça m'est égal. Ça m'est égal, ouais. Ce nom de rue n'a pas lieu d'être dans notre pays, vu notre histoire. Blénac effacé, Schœlcher effacé. Des colonialistes qui, selon leurs pratiques esclavagistes, ne méritent pas d'être valorisés, disent les militants. Une revendication que les municipalités ont entendue. Depuis quelques semaines, la rue Gallieni, ce militaire qui a pris une part active à l'expansion et à la consolidation de l'empire colonial, n'est plus. Cette voie s'appelle désormais René Acquéen, historien géographe martiniquais aux fonctions multiples. On parle des rues de Fort-de-France, mais il faut parler des voies qui sont dans les quartiers, qui doivent aussi être dénommées parce que nous obéissons à une actualité, de l'actualité de la Poste, qui souhaite que l'adressage soit beaucoup plus strict et que les gens, tout un chacun, puissent se retrouver. Donc on va parler effectivement des rues de Fort-de-France où il y a encore quelques noms qui posent problème, on ne va pas tous les citer, mais on va parler de la rue Blénac, de la rue Schœlcher. Mais là aussi, quand c'est problématique et quand il y a débat, il faut respecter le débat. Cela pose problème notamment pour Schœlcher, dont l'implication dans l'abolition de l'esclavage est controversée. À Trinité, plusieurs rues ont été rebaptisées en février 2023. La rue Victor Schœlcher est devenue l'avenue des esclaves insurgés de Spoutourne, un hommage aux nègres maltraités sur l'habitation du Buc entre 1831 et 1834. L'avenue du peuple Garifuna s'appelait Fernand Clerc, un ancien maire béquet aux pratiques pas très catholiques, dit-on. Est-ce que vous avez été motivé par les revendications des militants? Eh bien, les revendications des militants, oui, mais il faut voir aussi que je suis historienne et sur les esclaves insurgés de Spoutourne, cela faisait déjà quelques années que j'y travaillais, depuis 2016 précisément, et je me suis dit, profitons de l'occasion pour faire ces changements, et ces changements passeront justement beaucoup plus vite. La rue Jenny Robertin, une simple citoyenne trinitéenne, est l'une des rares voies de Martinique qui porte le nom d'une femme. Si les villes comme Rivière-Pilote ou le Lamentin se sont acquittées de ce vaste chantier culturel, d'autres y travaillent encore. Pour des raisons de distribution de courrier, depuis 5 ans, toutes les impasses de la cité Saint-Georges à Schœlcher sont nommées des noms à caractère purement culturel. Échanger sur la période abolitionniste et ses répercussions sur notre société, un thème omniprésent depuis le week-end dernier au village artisanal, place des Arawak à Schœlcher. Schœlcher Kassongé est un concept inédit mis en place par le service culturel de la ville. Activités, conférences, tentes de création artisanale sont au rendez-vous pour ce moment d'échange et de partage. Quelques précisions. Nous avons surtout donné une visibilité aux exposants schœlcherois qui sont encore, je dirais, méconnus, mais qui ont du talent à mettre en avant. Ils ont tous répondu favorablement à l'appel de la ville et nous leur donnons cette visibilité de mettre en avant tout ce travail exercé et qui mérite d'être vu. C'est un rendez-vous qui avait déjà lieu à Schœlcher, sous l'appellation du lionnage, mais depuis la période Covid,
nous avons quand même inscrit ce village du souvenir dans le calendrier culturel de la ville. Donc nous aurons ce rendez-vous chaque année à prendre ensemble. En ce mois de commémoration, Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre et président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, est arrivé aujourd'hui en Martinique. Une visite de quelques jours qui permettra entre autres d'échanger sur les missions et les actions de la Fondation depuis sa création en 2019, ainsi que sur les projets pour les années à venir. Avec nous, Jean-Marc Ayrault, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez vu dans le reportage qui vient de passer cette initiative pour retirer de l'espace public les noms des rues qui portent les noms d'esclavagistes. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche ? Ça relève de la responsabilité des municipalités et des conseils municipaux. C'est eux qui décident du nom des rues, des places. Et donc, il faut qu'il y ait un débat sur ces questions, parce qu'il y a des noms qui rappellent une certaine histoire, et en particulier l'histoire tragique de la traite, de l'esclavage. Et puis beaucoup d'autres crimes qui ont été dans l'histoire, qui ont été réalisés. Donc, mais il y a deux options en fait. Soit on débaptise et on donne un autre nom, certaines municipalités choisissent ça, soit on laisse le nom, mais on va mettre une plaque explicative. Par exemple, moi je verrais bien, sous le nom de Colbert, qu'on explique que Colbert c'était peut-être un grand ministre de l'économie de Louis XIV, mais c'était l'auteur du Code noir. Le Code noir, c'était tous les pouvoirs aux propriétaires d'esclaves qui avaient droit de vie et de mort sur eux, et cette histoire doit être connue. Donc si on enlève le nom de Colbert, peut-être qu'on ne sera pas capable d'expliquer que cette histoire a eu lieu. Donc c'est un choix que les municipalités peuvent faire. En tout cas, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage que je préside, en effet, organise des débats, des discussions avec les municipalités qui sont adhérentes de notre fondation et qui vont dans ce sens souvent, et qui associent les citoyens et les associations à leurs décisions. Et là, dans certaines communes, justement, dans certaines municipalités, le choix qui est fait est de rebaptiser. Est-ce que pour vous, c'est une démarche réparatrice ? Ça participe à cette question qui est très importante, c'est celle de la reconnaissance de cette histoire. La réparation, c'est un mot qui dit bien ce qu'il veut dire. Réparer, c'est déjà combattre l'oubli, combattre l'effacement de l'histoire. Et l'histoire de l'esclavage et de la traite, mais c'est aussi l'histoire des combats pour la liberté, les combats pour les abolitions. Cette histoire, et c'est le but de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, doit être connue de tous les Français. Il faut qu'elle soit enseignée partout, dans toutes les écoles, dans tous les collèges, dans tous les lycées. Et ça, c'était l'engagement de la loi Taubira de 2001. Et la loi Taubira, qui reconnaît que la traite et l'esclavage sont des crimes contre l'humanité, c'est la première des réparations. Et le débat autour des réparations, c'est pas un débat qu'il faut occulter, il faut qu'il puisse s'exprimer librement et qui doit associer toutes les forces vives, tous les historiens, les associations, les citoyens. Et vous savez, il n'a pas lieu qu'en France, il a lieu aussi en Europe, il a lieu aux Pays-Bas, il a lieu en Angleterre, il a lieu en Allemagne, il y a des décisions qui ont été prises. Donc je crois que nous sommes devant une question difficile, complexe, mais qu'il faut absolument traiter en toute lucidité et en toute franchise. Est-ce que chez nous, il y a beaucoup de projets financés justement par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage ? Alors la Fondation pour la mémoire de l'esclavage lance des appels à projets. C'est une fondation qui est récente, qui est jeune et qui bien sûr essaie de se consolider. Mais nous avons lancé des appels à projets et qui viennent des associations culturelles, artistiques, historiques, des chercheurs aussi, et la Fondation apporte son agrément et aussi son soutien financier. Donc plusieurs projets ont été déjà soutenus en Martinique, comme en Guadeloupe d'ailleurs, où je me rendrai également. Alors, le rôle de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage est aussi d'accompagner, comme vous dites, les projets qui font cette histoire à travers tous les territoires. Est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, un Memorial Act en plein Paris, un monument ou un bâtiment beaucoup plus visible et accessible ? Oui, il faut beaucoup de choses encore à faire en France. Bon, il y a celui de Guadeloupe, Memorial Act, qui est quelque chose d'extraordinaire. Il y en a aussi à Nantes, dont j'ai été maire longtemps, un mémorial, et il y avait un engagement du président de la République qu'il y en ait un à Paris. Ça traîne, la décision n'est pas encore définitivement prise. J'ai eu l'occasion, en tant que président de la Fondation, de le rencontrer il y a quelques jours, et j'ai eu l'engagement du président de la République que ce mémorial sera enfin réalisé à Paris. Moi, je dirais même qu'il faut aller plus loin. Je pense qu'il faudra ouvrir un musée de l'histoire de la traite et de l'esclavage, mais aussi un musée qui racontera toutes les luttes des esclaves eux-mêmes, qui ont combattu pour leur liberté dès le début, et puis aussi de tous les abolitionnistes. Alors, sans attendre ce musée, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage va organiser en octobre, au Panthéon, avec le Centre des musées nationaux, une exposition
qui rendra hommage à tous les combattants de la liberté. Et je peux vous dire que notamment dans les Outre-mer, ils sont particulièrement nombreux. Ce sont des grandes figures. Il y a bien sûr Delgrès, Solitude et beaucoup d'autres. Il faut leur rendre hommage, il faut les associer et faire en sorte que tous ces hommes et toutes ces femmes fassent partie de l'histoire de la France. Merci beaucoup Jean-Marc Ayroux. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. En ce week-end de commémoration, justement, faisons un détour par le Met Saint-Pierre et ses événements culturels et artistiques. À cette occasion, la commune du Nord Caraïbe accueillait aujourd'hui un grand marché Rasta. Plusieurs dizaines d'exposants sont venus vendre pour la plupart des produits artisanaux. Une initiative très appréciée du public. Sangafagour, Olivier Nicolas Duclos. Dans les étroites allées du marché Rasta, des artisans par dizaines. Sur les étals, des articles en tout genre, accessoires de mode, vêtements ou produits capillaires, de quoi satisfaire le client. Bonnes affaires en plus, ça vaut le coup, ça vaut le déplacement. À part la chaleur, mais bon, fais avec. Tout me plaît, mais j'ai pas de sous. C'est ça. Ah, je suis à la retraite, tu me payes pas beaucoup, ils me donnent juste un tout petit peu comme ça pour manger, alors je ne peux pas tout acheter. C'est magnifique, magnifique, original, c'est très gai, c'est magnifique. Vous allez en prendre un ? Évidemment, je l'ai choisi, je l'ai sur la tête. Et plus qu'un simple style, basé sur les locks, la philosophie Rastafari se veut tourner vers le bien-être physique et spirituel. Sur ce stand, on se propose de vous y aider à travers les pierres. Toutes les pierres contiennent des minéraux et quand on est attiré par telle ou telle pierre, c'est parce qu'on a besoin du minéral qu'elle renferme. Elles ont toute une fonction bénéfique pour nous, pour le corps. Beaucoup de gens me demandent soit pour la chance, soit pour horoscope et tout ça. Je ne rentre pas là-dedans. Moi, c'est seulement le côté bien-être. Alors, c'est une question de feeling. Je suis arrivée devant le stand, ça m'a donné envie. Elle m'a expliqué les bienfaits des pierres, de l'encens, etc. Et ça m'a plu. Vous attendez quoi des pierres, vous avez demandé quoi? Bonne énergie, ramener de bonnes énergies, sérénité, calme. Rendez-vous désormais incontournable. Ce marché est l'occasion pour ces commerçants de se faire connaître. Plus comme c'est un marché Rasta, donc il y a beaucoup de locks de plus en plus. Donc ça fait qu'on passe de commune petit à petit et puis on se fait découvrir petit à petit. Qu'est-ce que vous attendez de ce marché? On attend de se faire connaître. On coiffe aussi sur le stand même. Donc on attend de se faire connaître. On fait découvrir nos produits, voilà. Et si la plupart des produits sont fabriqués ici, certains viennent de beaucoup plus loin. Je présente aussi des boucles d'oreilles qui sont issues des femmes rescapées du génocide au Rwanda et qui sont ces boucles d'oreilles tressées. Autant de produits que vous pouvez encore découvrir. Le marché Rasta se poursuit demain toute la journée à Saint-Pierre. À quelques jours de la fête des mères, le ras-le-bol des fleuristes face à la problématique des ventes sauvages de fleurs. Hier, une quinzaine de fleuristes artisans étaient réunis pour échanger avec Justin Pamphile, président de l'Association des maires de Martinique. Objectif principal, trouver des solutions à ce problème de plus en plus récurrent. Le président de l'Association des maires s'est engagé à sensibiliser l'ensemble des maires de Martinique afin que les fleuristes professionnels ne soient plus lésés par ces ventes sauvages qui représentent un manque à gagner important. Quelques réactions à l'issue de cette rencontre recueillies par Olivier Nicolas Duclos. Vente dans le coffre ou encore dans les abords de route et aussi des gens individuels qui viennent proposer aux gens directement sur les trottoirs. On a convenu effectivement de sensibiliser les collègues maires, je dirais, à cette problématique qui est compliquée, difficile sur la voie publique. Également les autorités de l'État, de manière à ce que les personnes qui s'adonnent à la vente sauvage sachent exactement à quoi elles s'exposent, notamment en matière de réglementation qui est très précise et stricte en la matière, et faire en sorte que tous ceux et toutes celles qui vont solliciter les collègues puissent en tout cas être des professionnels de la vente de fleurs, de manière à ce que sur la voie publique, que l'on puisse trouver que des fleuristes professionnels, des gens qui ont aujourd'hui toutes les autorisations leur permettant d'exercer cette profession. Venons-en au sport avec du cyclisme et la deuxième étape du Grand Prix du 22 mai. Les coureurs encore en lice ont dû gérer une étape en ligne ce matin et un contre-la-montre. Au terme d'une journée intense, Camillo Castro de la pédale pilotine conserve son maillot jaune, son maillot jaune de leader, malgré une victoire ce matin d'Edwin Nubul du Vélo Club du François. Résumé du jour avec Christophe Arnerin et Jean-Marc Kenanga.
Ils sont encore 64 à s'élancer pour la deuxième étape du Grand Prix du 22 mai avec en jaune Camillo Castro de la Pédale Pilotine. Après un départ réel au pied du rocher zombie, les premières échappées se dessinent sous l'impulsion du club pilotant, alors que la course se dirige vers les 3 îlets. Un homme se distingue en tête de course, Edwin Nubul du Vélo Club du François, alors que se présente l'ascension de l'abbé Leroy, vers le diamant. Derrière, le maillot jaune et son principal adversaire au général, le maillot à pois, Norman Latouche, tous deux augmentent la cadence à la recherche du groupe de tête. Ils feront la jonction au diamant à la sortie du bourg. Ils sont désormais une dizaine en tête de course. De retour sur l'arène 5, Edwin Nubul prend de nouveau le large, en compagnie de 4 coureurs. Il creuse l'écart dans le bourg pilotin. De retour vers le diamant, Edwin Nubul place une attaque et dépose ses compagnons de route avant de s'imposer tout seul au bourg. Aujourd'hui, c'est le joie avec, donc je suis allé la chercher, je ne suis pas passé à côté, je suis très satisfait de moi. Deuxième, William Pétris. Troisième, Johan Gobin. Grâce à une arrivée au sprint, Camillo Castro conserve la tunique jaune de leader avant le contre-la-montre. C'est vrai que le final est très difficile, les 10 derniers kilomètres ça grimpe. Après c'est son terrain et j'espère que là il pourra grappiller du temps dans les bosses et puis on verra. Des conseils qui ont été payants puisque c'est Camillo Castro de la Pédale Pilotine qui réalise le meilleur chrono et conserve la tête du classement général. Nous amène ce soir en Guyane où se déroule la phase finale de la 4e édition de la Coupe Vive. L'affiche du jour, Gauloise de Basse-Terre face au Golden Lion. Karl Sivat, vous êtes en direct du stade Edmar Lama à Remire-Montjoly où la rencontre est en cours apparemment. La rencontre se poursuit ici au stade Edmar Lama à Remire-Montjoly, vous l'avez dit, en Guyane. Le score, disons-le tout de suite, 1 but partout entre le Golden Lion et la Gauloise de Basse-Terre. Ce sont les Joséphins qui avaient ouvert la marque par Alvin Lamazine à la 47e minute. Et puis 10 minutes plus tard, égalisation de la Gauloise de Basse-Terre. Un but inscrit par Steven Davidas, le buteur, le spécial scoreur de cette formation guadeloupéenne. On est à moins de 10 minutes de la fin de cette rencontre. Alors, dans le cas où ça reste à 1 but partout, on va jouer les tirs au but directement. C'est la réglementation donc de la Coupe Vive. Rappelons que la finale aura lieu lundi, 20h30 heure de Guyane, 19h30 chez nous donc. Et puis tout à l'heure, Christelle, il y aura une seconde demi-finale. Elle sera entre équipes guyanaises, c'est l'ASC Caraïbes qui sera opposé à l'Étoile de Matoury. On n'en est pas encore là, ici au stade Edmar Lama. Nous attendons de connaître ce que Dame Coupe Vive va décider entre le Golden Lion et la Gauloise de Basse-Terre. Merci beaucoup Karl Sivat et merci également à Franck Fernandez qui est à la caméra. Le sport chez nous ce samedi, c'est aussi le triathlon du Prêcheur, 1500 mètres de natation, 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied. Une épreuve remportée chez les hommes par Olaf Casten et chez les femmes par Gaëtane Pastel. Un article est à lire sur notre site internet martinique.lapremière.fr. Et les femmes, justement, combien sont-elles à pratiquer le surf? Très peu en Martinique. Chez nous, la discipline rassemble environ 300 pratiquants, en majorité des hommes. Pour encourager et valoriser la place de la femme sur la vague, le Zandoni Surf Club a organisé un festival sur la plage de Tartane à Trinité. Hier et aujourd'hui, toutes les femmes de Martinique étaient invitées à dompter la vague. Reportage 100% filles dédié à Eugène Mormain et Fabienne Léonce. Aujourd'hui, le plan d'eau leur appartient. Il n'y aura pas à jouer des coudes avec la jante masculine pour obtenir la priorité sur une vague. Une parenthèse dans cet univers largement dominé par les hommes. Quand j'ai commencé le surf, on était 3 femmes à l'eau. C'est encore souvent le cas, on est très peu de femmes à l'eau et on est entouré c'est vraiment un milieu d'hommes. J'aimerais ensuite, quand j'aurai des filles, qu'elles puissent aller à l'eau sans aucun problème, sans se demander si c'est leur place ou pas. C'est pour œuvrer contre ces déséquilibres au quotidien que le Zandoni Surf Club a organisé ce festival, avec en tête d'affiche les surfeuses les plus prometteuses de l'île. À 14 ans, Marie Coulon figure déjà sur la liste. Aujourd'hui, elle souhaite intégrer l'élite de sa discipline. Au Pôle Espoir, il y a une seule fille
Et l'année prochaine, elle est majeure, donc elle n'y sera plus. Et s'il n'y a plus assez de filles, le pôle espoir il sera entièrement constitué de garçons et ça c'est pas bon. Donc il faut qu'il y ait plus de filles. Donc les entraîneurs ils sont là pour nous pousser à bout, ils sont acharnés avec nous, ils nous lâchent pas. On espère intégrer le pôle espoir. Mais avant d'y accéder, il faut bien maîtriser la base de la discipline. Pour se mettre debout, c'est comme on a vu tout à l'heure. On pose bien les mains à plat sous les épaules et on va essayer de se redresser tranquillement sur la planche. C'est parti les filles, on va essayer de faire ça. Allez, allez-y. Superbe! Comme ces deux amis, environ 40 femmes ont suivi des cours d'initiation aujourd'hui. Et en seulement quelques essais, elles parviennent à tenir sur leur planche. C'était super. Au début, c'était compliqué, mais finalement, ça s'est bien passé. Il faut prendre le temps et être patient. Opération séduction réussie. De quoi gonfler les rangs d'une discipline qui en a bien besoin. Aujourd'hui, sur les 300 personnes qui pratiquent du surf en Martinique, seules 80 sont des femmes. On reste avec les femmes en musique. Cette fois, prenons la direction du François avec le Musique Nous Live Festival qui propose ce soir une scène féminine. Fabrice Théodos, vous êtes à la Palouza Arena où la Martinique, la Jamaïque et le Cap-Vert sont représentés, Fabrice. C'est exactement ça, vous l'avez dit Christelle, et en ce moment même, vous avez juste derrière moi la chanteuse martiniquaise, l'enfant du pays, donc Morane Voyer, qui sera suivie par la capverdienne Ronicia qui est un petit peu, si on peut le dire, une petite Aya Nakamura. Et puis ensuite, au final, pour cette soirée, il y aura donc Kofi, cette jeune artiste jamaïcaine qui a remporté d'ailleurs le Grammy Awards du meilleur album reggae et aussi la plus jeune artiste à avoir remporté cette promotion. Là, nous sommes avec nous nous avons Hugues Jean-Louis, l'organisateur de ce Martinique Musique Nous Festival. Quelles sont les ambitions de ce festival? Est-ce que ça va? Les enjeux sont importants économiquement. Parce que, comme vous savez, autour d'un festival, il y a tellement de personnes qui travaillent. Donc nous créons une grosse activité économique autour. Donc les enjeux sont importants. Mais non seulement ça, il y a la vision que nous voulons donner de notre île. Nous voulons prouver que nous pouvons organiser des festivals, nous pouvons organiser des festivals de bon niveau et que les gens adhèrent à ce festival et qu'ils restent chez eux et qu'ils s'amusent un peu chez eux. Alors on l'a vu, c'est un festival qui s'est fait finalement sur 4 jours, avec 2 jours sur la Palouza, une première collaboration avec la ville du François, donc pour l'espace Filia, avec une programmation où il y avait pas mal de monde, notamment hier soir avec le Big Caribbean, et demain soir pour ponctuer en fanfare avec Musique au Pays, Christophe Mahé, mais également le groupe Steel Pulse. Voilà. Les 2 jours dans la commune, c'était hyper bien organisé. Parce qu'à côté du festival, il y a eu énormément d'activités culturelles. Les gens y ont adhéré, on est bien contents. Et ce soir, on commence, comme vous le voyez derrière moi, un petit feu avec Morane. Ensuite, Ronicia qui va mettre un peu le feu. Et la star que tout le monde attend, Kofi, quoi. Kofi sera là pour exploser la Palouza Arena. Et ensuite, demain, nous allons repartir avec Musique au Pays, en guette avec des invités. Christophe Mahé qui arrive, qui sera là, et bien sûr s'il peut que l'ensemble de la Martinique attend. Alors il était important pour vous de brasser le maximum de publics différents sur un festival comme celui-ci? C'est un bouillon culturel. Nous avons voulu brasser énormément de monde et énormément de types, pas de type, mais si vous voulez, énormément je perds mes termes, de mélange culturel. Pas seulement un type de musique, mais l'ensemble des types de musique que nous écoutons. C'est pour ça que nous appelons ça Musique Nous Festival. Musique Nous Festival, vous l'avez compris, donc ce soir donc à la Palouza Arena, demain soir également. Merci. Et je vous laisse en compagnie, vous le voyez juste derrière moi, c'est Morane. Merci beaucoup Fabrice Théodos et merci également à Fabienne Léonce qui vous accompagne. Et c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle le titre principal que nous avons développé. Des rues portant le nom d'esclavagistes rebaptisés au fil du temps. Aujourd'hui, certaines communes franchissent le pas, une démarche nécessaire 175 ans après l'abolition. Un rendez-vous pour finir ce journal demain. Face à la première, reçoit Wilfried Fontaine, parrain du 23e convoi pour réparation. Le rendez-vous est à midi avec Audrey Govindin. On se quitte en musique avec le dernier clip de Nicolas Lossen, un moment d'évasion qu'on partage avec vous. À tout de suite pour votre journal national.
Sa ou si men ou gen rekolte, sa ou fè se sa ou wè. Sa ou si men ou gen rekolte, sa ou fè se sa ou wè. Ase babye, anou danse lika sango. Sa se lika sango, te kalita lika sango. Se sa ki la lika sango, wine ba mwen lika sango. Se sa ki la lika sango, te kalita lika sango. Wakita ba lika sango. Ba boy, to mafia, man si meu ba mwen konsa.